Bienvenue à tous à ce journal, à cette grande édition avec moi-même Michel Ladokonda. Et tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce mercredi les lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs qui vont représenter leur pays au Rwanda. Le Parlement rwandais a approuvé ce mercredi l'opportunité du projet de loi sur la révision du budget. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce mercredi les lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs qui vont représenter leur pays au Rwanda. Ces ambassadeurs proviennent des pays d'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient et d'Europe. Ces diplomates se déclarent prêts à renforcer la coopération de leur pays avec le Rwanda dans plusieurs domaines de développement pour le bien des deux parties. Au micro de la Côte d'Ivoire, on dévoile les priorités de leurs actions comme ambassadeurs de leur pays au Rwanda. Évidemment, il s'agit de raffermir les liens fraternels qui existent si heureusement entre la République du Rwanda et la République de Côte d'Ivoire. Il s'agira de travailler à l'intensification de la coopération dans le domaine économique, commercial, culturel, technique et scientifique. Il s'agira également de développer la coopération dans le domaine du transport aérien, notamment avec Rwandair et Air Côte d'Ivoire. Il s'agira également de favoriser les mécanismes, les échanges au niveau des mécanismes de réconciliation nationale. Vous savez qu'en matière de réconciliation nationale, le Rwanda est un modèle. Vous avez su traverser le feu. Aujourd'hui, vous avez bâti votre respectabilité. Et c'est un exemple à suivre. Donc, nous allons inscrire tout cela dans une démarche que nous appelons la grande commission mixte, que nous allons effectivement organiser, certainement au niveau de la session inaugurale, soit ici en République du Rwanda ou en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai eu l'honneur et le privilège de présenter mes lettres de créance au président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. Et je peux dire d'emblée que je suis très pressé, j'ai hâte de m'atteler au travail à l'effet de renforcer davantage les liens de coopération fraternelle et amicale entre le Mali et le Rwanda. L'ambassade du Mali au Rwanda a été créée en 2017 et j'avoue que des contacts que j'ai eus déjà avec les autorités rwandaises m'incitent à croire que les perspectives de la coopération dans diverses formes avec le Rwanda seront prometteuses. Donc je vais m'investir dans ce sens-là et voilà tout le sens de la mission qui m'a été investie par les plus hautes autorités du pays. Et comme je l'ai dit tantôt, je trouve un répondant favorable de par les interactions que j'ai eues. Le Parlement rwandais a approuvé ce mercredi l'opportunité du projet de loi sur la révision du budget, lequel projet prévoit un supplément de 106 milliards de francs rwandais au budget 2022 et 2023. Les propos avec Cynthia Ngomirachiza. En procédant à la présentation du projet de loi portant modification et complément de la loi du budget 2022-2023, le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndegijimana, a souhaité qu'un supplément au budget soit approuvé suite aux écarts observés dans certains programmes et projets du gouvernement. Concernant la manière par laquelle le budget sera utilisé, le budget va augmenter en passant de 4 658,4 à 4 764,8 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 106,4 milliards de francs rwandais. Le budget ordinaire va augmenter en passant de 543,2 à 2 705,2 milliards, soit une augmentation de 62 milliards. Ce supplément va en général aider dans différents programmes, notamment le programme de mise en exécution de la résolution portant la majoration des salaires des enseignants, le placement de nouveaux enseignants, l'argent destiné à épauler le transport des employés à la place de l'usage des véhicules publics, les suppléments d'argent accordés au ministère des Sports pour la préparation des différentes compétitions internationales
les intrants agricoles additionnels pour accroître la production de café et éliminer les écarts qui ont été observés dans différentes institutions publiques. Répondant aux interrogations des députés sur la nécessité de réduction et d'augmentation budgétaire pour certains projets et sur la non-réalisation de certains projets, alors qu'un budget conséquent leur a été alloué, le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a fait observer que ces modifications budgétaires consistent à bien répartir les moyens dont dispose le pays. Le budget destiné au projet va diminuer de 66,5 milliards en passant de 1847,3 à 1781,1 milliards de francs rwandais pour financer d'autres programmes d'urgence du budget ordinaire, surtout dans l'éducation en augmentant l'effectif des enseignants et leurs salaires, le programme de nourrir tous les élèves à l'école, la préparation des examens nationaux de cette année et l'augmentation d'intrants agricoles afin d'accroître la production du café et partout où il y a des écarts dans les institutions publiques. Le projet de loi portant modification et complément à la loi budgétaire 2022-2023 prévoit que le budget national va passer de 4 658,4 à 4 764,8 milliards de francs rwandais. Les recettes intérieures vont en effet augmenter en passant de 2 372,4 à 2 487,6 milliards de francs rwandais, soit une augmentation d'environ 115,2 milliards équivalent à 5%. Les recettes fiscales vont augmenter en passant de 2067,7 à 2180,9 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 113,2 milliards équivalent à 5,5%. Les recettes non fiscales vont augmenter en passant de 304,6 à 306,7 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 2 milliards équivalent à 0,7%. Le ministère des Finances et de la Planification économique a fait savoir qu'au cours des 6 mois de l'exercice 2022-2023, les chiffres provisoires montrent que fin janvier 2023, le budget que le Parlement a voté était en général utilisé à hauteur de 59% du budget total. Le budget de développement a été utilisé à hauteur de 57% et le budget ordinaire, réduction faite des salaires, l'a été à hauteur de 62%, alors que le budget consacré aux salaires l'a été à hauteur de 56%. Winnie Hununziza pour la télévision rwandaise. Parlant francophonie à présent, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a reçu Mahamat Saleh Anadif, ministre des Affaires étrangères du Tchad. Ils ont échangé sur la situation politique au Tchad et la coopération entre l'OIF et le gouvernement tchadien de transition, notamment sur le renforcement du dialogue national et le processus des élections générales. Le Tchad est membre de l'OIF depuis 1970 et les francophones dans ce pays sont également évalués à 13% de la population totale. L'Organisation internationale de la francophonie se félicite l'opérationnalisation de la radio jeunesse Sahel, un média transnational et généraliste créé par l'organisation afin de diffuser des contenus dédiés à la jeunesse dans les 5 pays de la région du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette radio qui émet en français et en langue nationale a pour objectif d'impliquer les jeunes de la région dans la construction du vivre ensemble, de valoriser leurs initiatives et de leur offrir un espace de dialogue dédié à leur épanouissement. Les familles vulnérables dans le secteur de Rwinwavu, district de Kayonza, en province de l'Est, se disent satisfaits du programme mis en place pour améliorer le bien-être de leurs enfants qui leur favorisera à bien étudier et à éviter le trouble de croissance. Les détails avec Aïssim Youssouf. Certains habitants du secteur de Rwinwavu en district de Kayonza sont financièrement vulnérables suite notamment à des longues périodes de soleil qui affectent leur culture. À cela s'ajoutent des jeunes adolescentes qui tombent enceintes prématurément et sont confrontées à divers problèmes. La fondation Nyangura a pris les choses en main et a commencé à leur apporter du soutien.
Pour aider les enfants qui n'ont pas d'uniforme à amener à l'école, environ 250 ont été fournis aujourd'hui. Environ 800 000 francs rwandais seront également fournis pour acheter différents articles de cuisine dans leur école. Il y a des adolescentes qui sont tombées enceintes et ces vaches sont là pour nourrir leurs enfants. Ce projet comprend des activités touristiques et artistiques basées sur la culture rwandaise. Les enfants souffrant de la malnutrition ont reçu des animaux domestiques afin que chaque enfant puisse avoir chaque jour un verre de lait et un œuf, geste que les parents ont apprécié. Le fait que nous aurons du lait et des œufs, cela va aider nos enfants à se développer et ils ne souffriront pas de troubles de croissance. L'ambassadeur de Belgique au Rwanda, Berthe Vermesen, a apprécié la manière par laquelle ce projet va aider au développement des jeunes. Ce projet va apporter du soutien à plus de 100 habitants du secteur de Rwingwavu. La conférence sur la technologie, au cours d'une conférence de presse ce mercredi, les responsables de BDO, un cabinet d'audit financier et de conseil fiscal du secteur privé, ont évoqué le rôle de ces sociétés dans le développement des investissements. Le directeur de ce centre international, Pat Kramer, a déclaré qu'il travaillait au quotidien avec leurs clients pour les aider à faire face aux défis auxquels le monde est confronté, notamment la pandémie de Covid-19 et bien d'autres. Il a indiqué que son organisation se tiendra à côté du Rwanda pour apporter son expertise, son expérience, mais aussi aider les pays à faire face à ces différents défis. L'agence internationale BDO opère au Rwanda depuis 9 ans et est présentée dans 164 pays à travers le monde. La conférence sur la technologie dénommée Connect se déroule au Rwanda pour 3 jours. Selon les participants, les représentants du CICR, de la FICR et des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette conférence vise à accroître l'impact humanitaire grâce à la technologie. Les détails avec Patrick Nyilidadi. Cette conférence de 3 jours vise à établir une communauté technologique mondiale pour les différentes institutions internationales, notamment le CICR et les sociétés nationales de la Croix-Rouge, afin d'accroître leurs capacités technologiques clés, afin de maximiser l'apprentissage mutuel et la manière de fournir une aide rapide en matière technologique. Christopher Sutter, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, affirme que cette technologie les aidera à savoir où ils travaillent et à transmettre leurs besoins logistiques dans le délai, afin d'empêcher une rupture de stock ou un dysfonctionnement de l'aide apportée à la population. Un autre participant, fonctionnaire des Nations Unies, Alexander Pito, a indiqué que la raison pour laquelle ces différentes organisations ont décidé d'organiser cette conférence au Rwanda est les choix faits par le pays de développer la technologie dans les différentes institutions en vue de booster son développement. Les organisateurs ainsi que leurs partenaires affirment que la technologie va faciliter les choses et aider ceux qui en ont besoin à recevoir des services de meilleure qualité et en temps opportun. Cette conférence va durer 3 jours et va examiner les voies et moyens de contourner les obstacles quant à l'utilisation de la technologie dans leurs différentes activités à caractère humanitaire. 30 millions de dollars américains, c'est ce dont le Rwanda a besoin pour fournir des réseaux de téléphonie mobile dans les différentes régions du pays qui n'en disposent actuellement pas. C'est le message transmis par le ministre en charge des nouvelles technologies et de l'innovation, Paula Ingabire, devant les parlementaires membres de la Chambre des députés hier mardi. C'est les détails proposés par Patrick Nyilidandi. Il y a environ 300 zones dans environ 42 secteurs à travers le pays où les résidents ne peuvent recevoir ou passer des appels à l'aide de leur téléphone portable en raison du manque des réseaux de communication téléphonique. Pour moi qui vis à Kagougou, vu le relief de mon quartier, les réseaux
est un véritable casse-tête. Et lorsque j'arrive à la maison, je ne peux utiliser les services de mon téléphone. Cela signifie que lorsque le réseau est en panne, le service tombe également en panne. Donc, si un citoyen a besoin d'un document sur Irembo pour amener, par exemple, à l'ambassade pour un rendez-vous, il finit par être en retard à son rendez-vous. Peut-être que les responsables peuvent essayer de corriger ce problème, car nous allons tous à Irembo pour tout type de services en ligne, donc nous en avons besoin. Et il y a un manque de réseau pour les personnes qui comptent sur Irembo. Ils perdent beaucoup de temps. Tels sont les défis qui ont été présentés au groupe des députés lors de leur descente sur terrain à travers le pays du 12 au 30 mars de l'année dernière. Un autre problème que nous avons, honorable, c'est l'enregistrement des informations, en particulier lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, mais aussi enregistrer le cas d'un décès. Je voudrais savoir pourquoi il faut enregistrer la même information dans 3 endroits différents, alors que ces différentes institutions devaient avoir un système pour se relayer ce genre d'informations. Lorsque vous quittez le Rwanda et que vous vous rendez en dehors du pays, par exemple en Ouganda, votre ligne MTN est coupée. Vous ne pouvez plus utiliser Internet. Même si vous pouvez prendre des appels en itinérance, je voudrais donc demander s'il existe un moyen pour l'itinérance Internet d'être abordable au sein de la région d'Afrique de l'Est. La dernière fois que nous sommes allés rendre visite aux citoyens de ces secteurs, nous avons découvert qu'ils n'avaient pas de réseau. Ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone. Ils n'utilisent même pas la radio et la télévision. Ces citoyens se sentent isolés. C'est pourquoi je demande que ces secteurs soient pris en compte, afin que la technologie puisse atteindre les citoyens. La ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, affirme qu'il faut 30 millions de dollars américains pour que la communication et les réseaux de téléphonie mobile puissent atteindre 98% des personnes à travers tout le pays. D'après les différentes études que nous avons menées dans les différentes parties du pays, où les réseaux ne sont pas en bon état, le pays a besoin de construire 300 nouvelles antennes relais. Des efforts sont déployés pour améliorer la capacité du pays. Entre 50 et 70 tours sont construits, et selon nos capacités. En ce qui concerne les défis posés par l'enregistrement des informations, en particulier lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, mais aussi enregistrer les cas d'un décès, la ministre Ingabire, Paola, a indiqué qu'il existe un plan pour connecter les informations des différents livres et les configurer au sein d'un système technologique. 100 services équivalents à 58% sont actuellement fournis à l'aide de la technologie, alors qu'il ne reste que 18 mois avant que les objectifs fixés pour 2024 que tous les services soient fournis à l'aide de la technologie. Les responsables sportifs au Maroc à différents niveaux affirment que l'investissement dans les infrastructures sportives et d'investissement dans la jeunesse marocaine et africaine en général est un moyen efficace de permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves et de créer des partenariats sud-sud basés sur du solide pour un pays qui vise l'organisation de la CAN 2025. Les détails avec Eddy Sabiti. Au lendemain d'une performance qui a rendu fier non seulement le royaume chérifien, mais également tout un continent. Aujourd'hui encore, le Maroc savoure sa belle campagne au Qatar lors de la dernière Coupe du Monde qui a vu le Maroc jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde, une première dans l'histoire du continent africain, mais également du monde arabe. Comme le dit si bien le proverbe, qui veut aller loin ménage sans monture. Après de nombreux échecs et mésaventures à répétition sur le plan continental, le Maroc s'est retourné vers ses propres ressources en lançant des gros chantiers de modernisation, mais également de construction des stades de dernière génération
aux standards internationaux dans les grandes villes comme Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Agadir, avec un trait qui rappelle les valeurs ou encore l'identité de la ville. Ici, c'est l'exemple du grand stade de Marrakech, inauguré en janvier 2001 avec une capacité de plus de 45 000 places assises. Il fait partie des 5 stades gérés par la SONARGES, la Société nationale de réalisation et gestion des stades, depuis 2011 bien évidemment. On a reçu plusieurs événements, un peu plus de 700 événements depuis l'inauguration du stade, un peu plus que 8 millions de visiteurs qui ont assisté aux événements. Et donc c'est une industrie en quelque sorte qui se développe en parallèle avec les matchs et les événements à caractère sportif mais aussi culturel qui s'organisent dans le stade et dans la... La ville de Fès a donné de grands joueurs internationaux. Donc le dernier, Youssef Nseri, qui est un natif de la ville de Fès. Il a débuté ses premiers pas de football ici à Fès, puis après il est parti à l'Académie Mohamed VI pour faire sa carrière au niveau de l'équipe de Séville en Espagne. Oui, c'est l'un des buteurs, c'est celui qui a marqué le but qui a permis au Maroc de se qualifier à la demi-finale contre l'équipe du Portugal. Depuis 2014, s'il fallait bâtir des stades modernes qui permettent un meilleur spectacle, ceci devait rimer avec un encadrement professionnel de jeunes talents et une professionnalisation du championnat local. Alors, si le Maroc est allé en demi-finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce n'est pas un succès par hasard ou une question de chance. Depuis 2014, sous l'égide de M. Fouzel Rja, président de la Fédération marocaine de football, on a mis en place un véritable plan de développement stratégique du football marocain. En réalité, nous avons créé notre propre modèle. Donc d'abord, nous sommes concentrés sur les infrastructures. Nous avons construit de nouvelles infrastructures, par exemple le complexe Mohamed VI de football que nous avons eu l'occasion de visiter et qui est l'une des meilleures infrastructures mondiales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré cela lors de sa visite au complexe. On a également aujourd'hui travaillé sur la création de centres de formation pour les jeunes, pour nos clubs. On a aujourd'hui inauguré l'académie du Raja Casablanca, mais également l'académie de Berkane. Et nous avons aujourd'hui également au Maroc plus de 6 stades homologués par la CAF et par la FIFA. Ce sont les stades que nous proposons pour notre candidature à la Coupe d'Afrique 2025. Bâti à Rabat, le complexe Mohamed VI s'étend sur un terrain de 29 hectares. Ce centre d'excellence est destiné à accueillir les équipes nationales marocaines, toutes catégories confondues, mais également des nations étrangères, notamment ceux de l'Afrique, puisqu'ayant 4 terrains de football avec gazon naturel, 3 terrains gazon synthétique, un terrain de football en hybride, un terrain couvert, une salle de futsal, une piscine olympique, 2 cours de tennis ou même un terrain de football de plage. Avec un coût d'environ 66 millions de dollars américains pour la construction de ce joyau, ceci rentre dans le cadre du programme national de mise à niveau des infrastructures sportives, notamment dans le football. Alors, le TGV de Rabat dessert principalement 4 villes, c'est-à-dire s'allie les habitants de Rabat à ceux de Tanger, Kénitra ainsi que Casablanca. Vous comprendrez, pour normalement une distance de 3h30 en voiture, avec ce TGV, vous ne faites que 1h20. Vous comprendrez le gain en termes du temps et surtout le temps qui est de l'argent. C'est très important d'avoir des infrastructures pareilles pour une organisation effective d'une compétition ou des compétitions à caractère international. Alors, les infrastructures sportives, ça rime avec les infrastructures routières ou de communication comme ce TGV de Rabat. L'organisation de la Coupe du Monde de clubs de la FIFA au Maroc est un moment idéal pour le Royaume de faire valoir ses arguments, dont ses principales infrastructures sportives, hôtelières et touristiques, qui s'étendent sur plusieurs villes du Royaume, comme à Fès, Marrakech, Tanger, Casablanca et bien sûr la capitale Rabat, avec son magnifique complexe sportif de Moulay Abdallah, tous bâtis ou rénovés avec un budget conséquent à la hauteur de leur état ultra-moderne. Edi Sabiti, depuis Rabat, au Maroc.
Le gouvernement du Rwanda s'engage à appuyer l'usine de production d'huile de soja pour qu'elle soit plus productive. C'est l'indication du ministère du Commerce et des Industries qui estime que cette usine pourrait beaucoup rapporter pour le pays. Plus de détails avec Winnie Ngurunziza. Lors de sa visite à l'usine d'huile de soja, sise en district de Kayonza, à l'est du pays, le professeur Ngabitsinze Jean Chrysostome, ministre du Commerce et des Industries, a remarqué tant de difficultés qui compromettent le bon fonctionnement de cette usine, connue comme Mount Meru Soiko. Ces problèmes sont détaillés par le directeur général de cette usine, Manoj Kumar Prajapat. Des fois, on manque de matières premières et on les importe des pays étrangers tels que la Malaisie. Cela nous coûte très cher quand on achète ça en dollars, ce qui est un grand problème pour nous. Aussi, on n'a pas une bonne qualité de soja comme on le veut. Ici, dans notre usine, on peut produire 200 tonnes d'huile par jour. On souhaiterait produire plus, mais la quantité de soja n'est pas suffisante ici au Rwanda. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le professeur Ngabitsinze Jean Chrysostome, rassure que le gouvernement va aider cette usine pour surmonter les difficultés observées dans la production de l'huile de soja. Et à lui de déclarer, il y a certains obstacles pour avoir la matière première ici au Rwanda. Il importe des pays étrangers comme la Zambie, le Malawi, la Malaisie et l'Indonésie, mais on leur a promis de fournir plus d'efforts pour trouver ces produits nécessaires ici chez nous pour augmenter les récoltes du soja. Fin de citation. L'usine à Mount Meru Soiko a commencé de produire l'huile de soja en 2012. Les actions du district de Kayonza dans cette usine s'élèvent à 11%. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à cette réalisation, je vous remercie et portez-vous bien.